La photographie, à l'âge de 12 ans, j'ai fait ma première photo. Après, je l'ai découvert un peu plus tôt parce que mon père était naturaliste, mais aussi il utilisait l'outil de la photo voilà, pour toujours témoigner un peu de ce qu'il voyait. Donc j'ai baigné dedans, dans la photo très tôt. Et puis vraiment le déclic à 12 ans. Après, ma vie a totalement basculé. J'étais un fou furieux de cette quête photographique, essayer de me planquer, de faire des affûts, de me cacher pour essayer de figer ces instants incroyables de rencontre avec l'animal sauvage. Voilà. J'ai été happé par la sculpture tout petit. Tout petit, j'ai toujours une sensibilité manuelle et j'ai toujours été inspiré par la matière. Donc voilà, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours utilisé mes mains pour créer. Donc beaucoup d'essais, beaucoup de découvertes de matières différentes, de sujets différents, pour finalement me révéler dans l'argile, qui est pour moi est mon médium de prédilection, où vraiment je peux exprimer toute ma créativité, laisser aller des mouvements sans retenue. L'animalier et l'animalier comme une évidence. Je n'ai pas d'explication précise, mais je pense que voilà, comme c'est une sensation, j'aime assez me laisser guider par mes sentiments ou mes sensations. Et l'animalier s'est imposé à moi assez naturellement après avoir fait du modèle vivant, après avoir taillé la pierre, après avoir taillé le bois. Voilà, l'animalier s'est imposé à moi naturellement. J'étais inspiré, j'ai grandi vraiment avec les écrits et puis les gravures, les esquisses de Robert Hénard, qui est un sculpteur, peintre donc suisse, naturaliste bien sûr, philosophe aussi. Et j'ai jamais pu le rencontrer, malheureusement il est mort en 99, le jour de la tempête Lothar. Mais cependant il a été un guide pour moi, un guide parce que je me suis nourri de ses livres, de ses écrits, et puis et lui a été extrêmement, ce que j'ai lu, hein, inspiré par Pompon. Et c'est pareil, l'histoire des esquisses en quelques traits, définir un animal, quelque chose d'assez éphémère qu'il arrivait souvent dans le mouvement, à mettre sur le papier, et avec une certaine, il était extrêmement doué, mais une certaine véracité dans les formes, dans les courbes. Et voilà, donc Hénard, moi ça m'a nourri énormément, ces gravures. Gravure sur bois, là, c'est extraordinaire, vraiment. Il arrivait, on n'était pas dans le détail, on était vraiment dans la vision de la bête, de l'apparition de la bête sauvage. C'est un gars qui a fait énormément d'affûts, énormément de terrain, et toujours avec une certaine humilité. Il n'allait jamais vraiment, faire des grandes théories sur telle ou telle chose, sur ses récits d'affûts, mais il faisait juste un constat de ce qu'il voyait avec beaucoup de descriptions précises. Enfin, j'ai beaucoup aimé Hénard, et je pense que mon style photographique a été, je pense qu'il a été influencé par Robert Hénard, vraiment. C'est un gars, encore une fois, moi j'aime bien. J'ai jamais voulu montrer dans mes photos le maximum de détails, le maximum de netteté. À une époque, quand j'ai commencé il y a 20-30 ans, là, on était dans la netteté, la lumière dans le dos, qu'on compte les plumes, on appelait ça le piqué, voilà, que ce soit très défini. Et moi, pas du tout, parce que finalement, c'est pas ça ce qu'on voit dans la nature. Quand tu es à l'affût dans la forêt et que tu passes des heures, souvent c'est une espèce de... C'est l'animal, c'est presque, comme je vous disais, c'est très furtif, c'est éphémère, c'est une silhouette qui passe. Et arriver à figer ça pour essayer de retranscrire ce moment hyper émouvant vécu sur le terrain par le biais de la photo, ça a toujours été mon défi. Et tout en m'inspirant d'Hénard, parce qu'il avait une démarche très similaire, sauf que lui, moi je me dis souvent pas artiste, mais plutôt interprète de ce que je vois. Mais lui était plus artiste parce que de ses esquisses, de ses croquis de terrain, il allait après, il y a toute une démarche, graver son bois avec sa presse, et pour sortir des lithographies magnifiques. J'en ai eu Beaucoup, je pense.
beaucoup de visions différentes. À l'époque où j'ai étudié l'anatomie, quelqu'un qui m'avait fait vraiment kiffer, c'était Richard McDonald, un sculpteur américain qui arrivait à transcender l'humain dans des positions et à vraiment faire ressortir la beauté un peu antique de la sculpture, tout en ayant un trait très contemporain. J'ai été aussi beaucoup inspiré par Banksy, par Ernest Pignon-Ernest. Et vraiment, je pense, l'artiste qui m'a fait basculer dans mon rôle de sculpteur animalier engagé, entre guillemets, c'est vraiment Nick Brandt. Un jour, dans une galerie, je suis tombé sur son livre, sur Chronique d'un monde dévasté. Et là, j'ai pris une claque Là, j'ai été très surpris. Et vraiment, voilà, ça a vraiment été le déclic dans mon positionnement artistique, dans le sens où je voulais que mes animaux parlent plus largement que seulement dans l'esthétisme. Voilà, je pense à plein d'autres sûrement, mais voilà spontanément ce qui me vient. Un conseil, ou plusieurs, s'il n'y en avait qu'un, plusieurs. La photographie animalière, c'est une super belle passion. Ne pas en vouloir faire un métier tout de suite, parce qu'il y en a de plus en plus qui le veulent, mais il faut y aller tout doux. Mais c'est une super passion et plusieurs conseils. Moi, je pense qu'il faut avoir déjà des connaissances naturalistes. C'est super important. À double titre, c'est que déjà on dérange beaucoup moins l'animal quand on essaie de le photographier, parce que mine de rien, un photographe peut faire des grosses bêtises si on va trop près, si on le dérange, nicher ou n'importe quoi, et il y a pas mal d'exemples. Et puis l'autre, c'est qu'il y a plus de succès quand tu connais mieux l'animal, tu ne le déranges pas, et en plus tu peux plus facilement l'approcher, le photographier. Voilà. Donc je pense qu'avoir de bonnes connaissances naturalistes, et puis passer du temps, acheter une paire de jumelles presque avant l'appareil photo, et passer du temps à observer. Aussi, et ne pas être tenté de vouloir être un consommateur de la photo animalière. On est dans ce monde, une espèce de spirale infernale où tout va vite, et on a envie aussi de consommer et de sauter d'un avion à l'autre pour photographier tous les animaux de la planète. Et j'ai envie de déconseiller ça, parce que finalement, on peut avoir autant d'émotions face à un petit renard ou face à des choses qui sont tout près de chez nous que les grands fauves. Et je pense que c'est important de commencer à être modeste et d'aller voir un petit peu la nature qui est sur le pas de notre porte, et puis essayer de les photographier, ces animaux-là. Ouais. Clairement, ça a été le gorille qui fait la manche. Ça a été une vraie révolution dans ma vie, dans mon travail. C'est vraiment une sculpture qui m'a complètement transformé. Le fait de prendre ma sculpture et de l'emmener dans la rue, d'être face au regard des gens, voir les réactions, échanger, voir ce que ça provoquait, toutes les rencontres, toutes les situations qui s'est passées avec cette œuvre, clairement fait amorcer un virage à 90, 180, 360, enfin vraiment voilà. S'il y a une sculpture qui m'a marqué dans mon travail, ça a vraiment été le gorille qui fait la manche. L'expédition la plus marquante, c'est compliqué, le voyage le plus marquant. Je pense que j'ai pris une bonne claque quand je suis allé au Kamchatka la première fois de ma vie. C'était la péninsule qui est tout à l'extrême est de la Sibérie, de la Russie. Et c'était un rêve d'aller là-bas, parce que j'avais vu des photos de Michio Oshino, un photographe qui était un peu un de mes mentors, et qui est mort là-bas en plus, qui a été tué par un ours à eau en 96. Et moi, 10 ans après, j'y suis allé la première fois, et je me suis pris une grosse gifle du sauvage, entre guillemets, parce que c'est vraiment ma quête, quoi. Moi, c'est vraiment être en connexion avec le sauvage, avec la nature sauvage. Et là, tu arrives sur une péninsule où c'est le domaine de l'ours et pas de l'homme. Tu as juste une ville, Petropavlovsk,
une petite route qui remonte à un village des Évènes qui s'appelle Esso. Et puis c'est tout le reste, c'est que des rivières, des volcans, des montagnes. Le littoral, c'est un paradis avec 15-20 000 ours là-dessus. Il n'y a pas de route du coup, et c'est que des sentiers qui ont été damés par des centaines de milliers d'années, enfin par l'ours, quoi. C'est fabuleux, quoi. Et donc là, je me suis pris une belle gifle du sauvage, et j'étais vraiment heureux. J'ai fait plusieurs voyages là-bas, 4. Non, une fois, je suis resté 2 mois. Non, ça me manque, hein, j'ai envie d'y retourner. Voilà, tout en parlant de ça. Et puis bien sûr, après, les loups d'Ellesmere, c'est des loups blancs en Arctique. Un ami américain, Jim Brandenburg, du National Geographic, les avait photographiés il y a une 30aine d'années. Il était le premier. Et j'ai toujours rêvé de voir ces loups. Du bout du monde finalement, parce qu'on a du mal à imaginer des loups qui vivent encore là-bas. C'est les derniers lambeaux de terre avant le pôle Nord. Et il fait nuit 4 mois de l'année, moins 50 degrés. On se dit, il n'y a plus de vie, quoi. Il y a des loups. Il y a des loups, et c'est des loups qui n'ont quasiment jamais vu l'homme, parce qu'il n'y a plus de village inuit là-bas, à cette latitude. Et c'est des loups qui n'ont pas peur de l'homme et qui viennent te voir comme si tu étais peut-être une proie potentielle, mais comme ils ne chassent jamais l'homme, en l'occurrence non, mais par curiosité. Je rêvais de ce contact avec cet animal. Et je l'ai eu après maintes et maintes voyages là-bas, expéditions. Je l'ai eu, c'était vers, je ne sais plus quand, je suis nul dans les dates, mais en peut-être 2010 ou 2012, je ne sais plus. Mais j'ai eu un moment, une rencontre fascinante avec une meute de 9 loups blancs qui m'ont tourné autour de ma tente, et ça a duré 1 heure, c'était incroyable. Un moment que j'ai jamais pu revivre après. Donc voilà, pour résumer, vraiment un gros coup de cœur sur le Kamchatka, et puis Ellesmere, c'est un peu les deux grands moments de ma vie de photographe naturaliste. Ouais. Je souhaite modestement faire prendre conscience aux gens de la fragilité de notre écosystème, de la vie sur la planète. Je sculpte des animaux déstructurés, inachevés, de façon à laisser entrevoir 2 possibilités. Ou on est dans un animal qui disparaît, ou on est dans un animal qui réapparaît du fait de notre prise de conscience et du fait de nos actions. J'ai aussi souhaité le marteler de chiffres. J'utilise des chiffres, des tampons d'imprimeur pour marteler la matière, symbole pour moi du compte à rebours avant l'extinction de l'espèce, des milliers d'euros générés par le trafic du vivant, et vraiment l'empreinte de l'homme sur l'animal. Ces espèces d'empreintes que moi j'applique dans la matière, symboliques de l'empreinte qu'on a sur tout ce qui vit sur notre planète. Voilà, je pense que j'ai résumé l'idée. Vraiment, c'est de faire prendre conscience de notre rôle à jouer dans le vivant, et qu'on est vraiment au cœur de cette disparition ou apparition, empreinte. Voilà. Et j'espère, voilà, par mon travail, faire prendre conscience de ce danger, de cette imminence de la disparition. J'ai aussi travaillé la couleur sur mes animaux. Donc j'utilise le spray à la manière d'un street artiste ou à la manière contemporaine de peindre. Et ce que j'aime refléter sur la partie colorée, c'est la lumière. En fait, c'est un travail de lumière et un travail de camouflage. Je dirais qu'un peu comme un camouflage urbain. L'idée de les peindre de cette façon, ça serait une évolution possible de l'animal pour pouvoir se camoufler dans l'urbain. Donc il reflète les couleurs de la ville de façon à, comme dans son milieu naturel, se camoufler et passer inaperçu. Et la bombe me permet d'avoir une spontanéité, une non-réflexion. Je prends une couleur, une autre couleur, et voilà, je travaille vraiment dans le jet, dans l'instant, pour faire ressortir un camouflage et un éclairage.
Musée Pompon, non mais pour moi c'est vraiment un honneur parce qu'il reste, c'est un grand maître. Comme je vous disais, mon maître c'est Hénard qui a été inspiré par Pompon. C'est-à-dire qu'en quelques lignes, hop, l'animal est là, il y a une présence qui est très forte. Et moi j'ai aucune culture vraiment d'art dans la sculpture ou quoi, mais malgré tout, son ours polaire ou d'autres, ça m'a vraiment choqué. Et c'est quand même, je pense dans mes photos en tout cas, j'ai toujours eu tendance à tendre vers le minimalisme. J'ai été inspiré par le soumier, un petit peu tout l'art japonais, c'est-à-dire en quelques traits de crayon, voilà, il y a quelque chose qui en ressort, mais quelque chose qui n'est pas défini, où chacun peut faire sa propre interprétation, ça me plaît énormément. Et dans Pompon, c'est ça, moi, je crois qu'il était, surtout pour les sculpteurs, à mon avis, c'est probablement une source d'inspiration folle, quoi. Et donc moi, c'est un honneur, j'étais ravi vraiment. Dis voilà, comment ne pas accepter l'invitation du musée Pompon? Ça me paraissait, enfin voilà, déjà d'une totalement impossible, et voilà, je rejoins Vincent, quel honneur, quelle consécration pour moi, enfin vraiment voilà, si ça devait être un escalier, ça serait vraiment la plus haute marche de l'escalier. C'est vraiment voilà, une vraie reconnaissance de mon travail de sculpteur animalier, et puis Pompon, à son époque, voilà, a révolutionné la sculpture animalière. Il est vraiment allé au bout de son envie et au bout de ses convictions, à une époque très codifiée avec les plumes, les poils, enfin voilà, la sculpture animalière c'était ça. Lui a continué à œuvrer dans sa direction, dans son chemin, et par ça a révolutionné le travail de la sculpture animalière. Voilà, donc ce que ça évoque pour moi, c'est vraiment une chance, un grand honneur de pouvoir exposer aux côtés de François Pompon. Que dire de plus, hormis que je suis vraiment flatté et honoré d'avoir la chance de pouvoir exposer mon travail au musée Pompon. Les sculptures d'Olivier, eh ben, moi c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est pas de la flagornerie. Hein. Non. Là, je reste fixé sur ce taureau là qui me fait face. Ça me rappelle vraiment la charge d'un yak sauvage sur le plateau du Tibet. Non, mais j'aime beaucoup cet aspect très brut, finalement. C'est un peu comme voilà, on revient à Pompon, je trouve que vraiment ça se marie très bien avec l'œuvre de Pompon, et puis aussi mes images, mine de rien, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas défini, qui n'est pas, voilà, on est... et puis là, avec ce travail de matière, on voit toutes les traces de ses doigts, tout est... Non, ça me fascine, vraiment. Je suis beaucoup plus sensible à ce genre de sculpture que des sculptures un peu trop réalistes, où là, voilà, on sent, on voit ses doigts, on voit ses traces de... Et puis les formes, bravo, c'est d'une exactitude impressionnante. Hein. Non, vraiment une belle surprise pour moi. Comment faire ressortir ce que je fais ressortir dans mes sculptures? Voilà, cette exactitude, cette puissance, cette présence. Voilà, je trouve ça juste à tomber, quoi. Vraiment. Et une espèce qui pourrait t'inspirer, c'est le bœuf musqué. Hein. Je pense, parce que là, en termes de matière, à chaque fois que je suis en Arctique et que je photographie ces animaux, ils me font vraiment penser à des pierres, à des statues, quoi, sur place, parce qu'ils bougent très peu. Je pense que cet animal pourrait vraiment t'inspirer, quoi. J'imagine trop, avec ton savoir-faire, là, j'imagine trop un buste d'un bœuf musqué, là. Ouais, avec un peu de... Le roi de l'Arctique, boum. Ouais, ça doit être quelque chose. Un peu de modelé, un peu de neige, comme tu as pu le mettre sur... Ça pourrait être fantastique. Mes projets, je dois terminer quand même ce que j'ai fait sur la panthère des neiges au Tibet, où j'y suis allé souvent, 6 fois finalement.
La dernière fois, c'était en mois de février, où on était parti à 4. J'ai emmené l'écrivain Sylvain Tesson avec moi. On est parti pour un peu clôturer tout ce que j'ai pu faire là-bas sur la faune assez hallucinante et très méconnue des hauts plateaux tibétains et très menacés également. Donc je vais terminer ça pour la fin d'année, début d'année prochaine. Et après, en termes de grands voyages, pour l'instant, j'ai vraiment un besoin de me recentrer. Donc je vais rester dans mes Vosges quelques temps. Et j'ai pas de grosses expéditions de prévues pour l'instant. Et comme je le disais, je suis à une période de ma vie où j'ai besoin de me recentrer un peu et finalement de voir l'utilité de tous ces grands voyages. C'est très bien de montrer la beauté des animaux, la beauté. Après, c'est de partager tout ça. Je pense que ça peut pas faire de mal. Mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Et ce qui m'affecte terriblement, c'est que ici, chez nous en France, on a beaucoup de mal de vivre en harmonie avec cette nature sauvage. Et ça m'affecte beaucoup. Donc j'ai envie de dire que plutôt que de partir sur des grandes expéditions, et j'ai vraiment envie de mettre un peu mes compétences, parce que je ne peux pas dire mon art, mais mes compétences en tout cas sur ça, sur essayer de faire un focus sur la beauté de notre nature et la fragilité surtout de notre nature en France. Voilà. Donc pas de grande expédition de prévue pour l'instant. Dans une de mes prochaines créations, je travaillais sur les félins. Et mon souhait, c'est vraiment de les mettre au cœur de l'urbain. Voilà. Ou en ponctuel, ou en plus longue durée, mais vraiment mettre l'animal sauvage dans l'urbain, de façon à interroger un maximum de personnes et créer du lien, créer ce que j'ai pu vivre avec le gorille qui faisait la manche. Cette interaction, ce moment extraordinaire d'échange, de partage, d'humanité, enfin c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà, j'aimerais reproduire l'opération avec des animaux plus sauvages, moins en posture. Voilà, donc mes prochains projets, donc le lynx et des félins et voilà, d'autres animaux qui vont prendre place dans la ville de manière pérenne ou pas, à la manière peut-être d'un street artiste ou peut-être laisser l'incruster dans l'urbain. Enfin voilà, ça je ne sais pas encore sous quelle forme ça va mûrir. Mais voilà, mon souhait est de mettre mes sculptures dans la rue de façon à aussi enlever le clivage galeriste, musée, et que n'importe qui puisse être confronté sans code, sans culture, sans moyens, sans voilà. Vraiment que ça soit le plus accessible possible et que ça puisse interroger et avoir ce souhait d'amener le musée dans la rue ou la galerie dans la rue. Voilà pour mes prochains projets.